Olivier Gresselin, Émile Daraille, Hervé Fernandez et Bernard Hédon. Et c'est Olivier Gresselin qui va présenter sur les évolutions et perspectives en gynécologie obstétrique, donc également 12 minutes. D'accord, je signe 4, puis 1. Pas de souci, on va essayer d'aller vite. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans cette salle prestigieuse pour partager avec vous les réflexions concernant l'évolution de la gynécologie obstétrique sur les 10 ans à venir. Et je pense qu'on va se rendre compte qu'au final, on partage beaucoup des préoccupations et des problèmes qui ont déjà été évoqués par les collègues avant. Alors, simplement, vous savez que la gynécologie obstétrique est une spécialité médico-chirurgicale aux multiples facettes. Et parmi l'une de ces facettes, bien sûr, la chirurgie gynécologique, avec un engagement qui a été très fort depuis de nombreuses années pour la célioscopie, et avec des évolutions qui sont encore aujourd'hui proposées. C'est une spécialité qui est exposée, comme toutes les autres, aux évolutions non seulement technologiques, mais également sociétales, et en particulier dans le registre de l'obstétrique, dans le registre de l'AMP, dans le registre du diagnostic prénatal, et on va en reparler. Alors, les évolutions, on commencera par l'évolution des pathologies, parce que le profil des patientes change, on en a déjà parlé, on a affaire à des patientes plus âgées, qui mènent les premières grossesses beaucoup plus tardivement, à des patientes de plus en plus obèses. On a bien sûr intégré les nouvelles techniques chirurgicales, et en imaginant qu'elles ne sont pas aujourd'hui totalement abouties, en particulier pour la robotique, qui a probablement à gagner à être plus partielle que son modèle intégral qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi, parce qu'on est une spécialité particulièrement concernée par l'ambulatoire, puisque une grosse partie de notre activité peut être réalisée en ambulatoire, des processus organisationnels qui doivent encore accompagner la progression de cette chirurgie dans nos hôpitaux. Et enfin, on verra qu'on partage également un certain nombre d'inquiétudes sur la démographie dans notre spécialité. D'abord parce qu'elle se féminise beaucoup. Et nous, ça n'est pas 8% des gynécos qui sont des femmes, mais c'est aujourd'hui presque 80% des gynécos qui sont des femmes, et ça ne va pas s'arranger. Et puis la problématique du taux de renouvellement, qui aujourd'hui effectivement pose question, puisque dans de nombreuses régions, on n'a pas été en capacité d'assurer un renouvellement des gynécos tant à la retraite. Voilà, donc le tableau n'est pas noir, mais il y a un certain nombre de questions. On va essayer d'en parler rapidement. Alors pour les pathologies obstétricales en particulier, je le disais, en fait, vieillissement ou recul de l'âge à la première grossesse, des grossesses aujourd'hui à plus de 45 ans, qui ne sont pas si rares que ça, et l'augmentation de l'obésité conduisent nécessairement à avoir davantage de pathologies, en particulier de pathologies vasculoplacentaires, l'hypertension de la grossesse, la prééclampsie, avoir des complications métaboliques beaucoup plus fréquentes, et dans ces conditions, augmenter la morbidité de nos accouchements, en particulier des accouchements par césarienne. Dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, là aussi, et en particulier en lien avec le vieillissement de la population qu'on a à gérer, des extensions d'indications de dons d'ovocytes d'embryons, des extensions d'indications des DPI qui sortent des indications classiques habituelles, et là qui vont aussi évoluer de façon importante. Et puis, probablement une activité majeure en cours de développement, celle de la préservation de la fertilité chez les patientes exposées à des traitements stérilisants, et donc toute cette partie de l'oncofertilité qui prend une part de plus en plus importante dans nos centres d'AMP, et je crois que c'est important. J'ai entendu nos collègues urologues parler de cette première concernant la greffe utérine, et qui ouvre effectivement une porte intéressante pour le traitement des femmes qui ont une stérilité d'origine utérine. Et je crois que cette première, en tout cas, a permis de répondre à un certain nombre de questions, en particulier sur les traitements immunosuppresseurs au cours de la grossesse. Et une réflexion qui est menée à l'heure actuelle sur l'autoconservation sociétale des ovocytes. Vous savez que ça n'est pas encore autorisé en France, mais le collège a eu à s'exprimer sur cette question, et en répondant favorablement à l'idée que ça puisse être appliqué en France dans les années qui viennent.
Alors quelques mots sur les pathologies chirurgicales bénignes et bien sûr les fibromes, parce que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Eh bien, on a aujourd'hui à notre disposition un certain nombre de traitements médicaux d'hormonomodulation qui sont extrêmement efficaces et qui laissent penser que la chirurgie du fibrome demain ne disparaîtra pas, mais en tout cas, elle sera préparée par des médicaments comme les modulateurs sélectifs des récepteurs à la progestérone, et qu'il y a un certain nombre d'indications opératoires qui vont tomber. On a aussi parlé de la radiologie interventionnelle dans d'autres spécialités. Eh bien, chez nous, elle est utilisée de façon importante, à la fois pour le traitement des hémorragies de la délivrance, mais également pour les traitements des fibromes utérins symptomatiques, en particulier ceux qui saignent. Dans le registre de l'endométriose pelvienne profonde, on a là aussi à faire une pathologie dont l'incidence a tendance à augmenter, probablement en lien avec notre interaction avec l'environnement, et nous pose régulièrement des questions et des difficultés sur le plan technique chirurgical qui sont à l'heure actuelle maîtrisées par une collaboration avec les collègues urologues digestifs et par l'utilisation du robot. On va aussi, là en lien de façon évidente avec le vieillissement de la population, voir augmenter cette pathologie fonctionnelle que représente le prolapsus ou l'incontinence urinaire, et là aussi voir se majorer l'utilisation des biomatériaux, des matériaux prothétiques qui nécessitent à notre sens encore une évaluation et la rédaction de recommandations pour leur utilisation. Dans le domaine de la cancérologie, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, nous avons une problématique qui est à résoudre, c'est celle de la création de centres de référence, de centres experts qui sont en train de se monter, en particulier pour la prise en charge du cancer de l'ovaire. Mais ces centres experts au sein desquels s'exerce la pluridisciplinarité qui permet d'amener au plus haut la qualité de la prise en charge des patientes concernent aussi d'autres secteurs de la gynécologie obstétrique tels que la pelvipérinéologie et bien d'autres. Tout ça va imposer nécessairement une nouvelle répartition géographique, à la fois des moyens techniques avec des plateaux performants qui ne pourront pas être distillés sur l'ensemble du territoire, mais qui vont devoir se concentrer, et également devoir répartir les ressources humaines avec des équipes médicales et paramédicales qui soient suffisamment étoffées pour permettre des fonctionnements dans de parfaites conditions de ces centres. Et enfin, on imagine bien que tout cela va appeler la création de nouveaux métiers, en particulier chez les paramédicaux, chez les soignants, tels que l'infirmière d'annonce, les programmatrices, etc. Donc tout ça est encore à faire mûrir, à réfléchir, mais est en train d'émerger dans un certain nombre de centres. Alors, en ce qui concerne l'organisation de notre spécialité, je l'ai déjà dit, on est victime de la féminisation. En fait, je le dis de façon un peu provocatrice, mais les femmes ont les mêmes compétences, bien sûr, que les hommes, mais elles ont par contre l'inconvénient d'avoir des profils d'activité qui sont très différents. Et dans notre spécialité, elles désertent au-delà de 40 ans les blocs obstétricaux, les blocs opératoires, où elles restent dans les blocs pour exercer essentiellement la chirurgie programmée, et elles orientent surtout leur activité vers de la gynécologie médicale, ce qui pose évidemment un problème quand on est rentré dans un cursus dans une filière de gynécologie obstétrique. Et c'est pour faire le lien avec la pratique de l'obstétrique qui, je pense qu'on en conviendra tous, a un côté de pénibilité qui ne peut pas être nié ou effacé, avec aujourd'hui une pression du médico-légal qui n'est pas négligeable et qui nécessite inévitablement une revalorisation des actes en particulier, mais pas seulement, et une revalorisation également des effectifs avec des internes qui doivent être formés en nombre plus important, ce qui suppose bien sûr que du côté des enseignants, ça puisse suivre pour qu'il y ait un encadrement de qualité. Enfin, nous avons dans notre spécialité deux desks, celui d'AMP et celui de cancérologie. On pense qu'il faut mener une réflexion au niveau national de façon à ce qu'on ait une bonne adéquation entre les demandes de nos plus jeunes collègues et ce qu'on peut leur offrir sur le terrain. Alors on a beaucoup entendu parler de simulation, de formation. C'est vrai que la tradition française, c'est celle de la formation par le compagnonnage, qui a beaucoup d'avantages. On pense que dans les 10 ans qui viennent, on va subir cette mutation inévitable, intéressante,
d'une meilleure structuration de l'apprentissage des plus jeunes aux gestes et aux techniques chirurgicales par l'utilisation des modèles variés de simulation. Ça touche d'ailleurs essentiellement les internes, mais pas seulement. Hein. Je pense que se former à une nouvelle technique par l'utilisation de la simulation, c'est quand même pas mal, même quand on est senior. Et ça peut également servir à passer des accréditations, des validations, des certifications, qui nous concernent de plus en plus souvent. Alors je passerai rapidement sur ces modèles de simulation qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. En tout cas, nous avons au sein du collège une commission qui traite de façon spécifique de cette problématique de la simulation et qui s'articule avec la Société française de simulation en santé et qui pense que il est intéressant, important de faire la promotion de la simulation, en tout cas comme outil d'enseignement, comme également outil d'évaluation et d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Utiliser la simulation également dans le DPC en recherche et faire en sorte que on puisse plaider pour un financement de cette technologie-là. Alors, on n'est pas exclu du robot, bien sûr, même si, en tant que chirurgien gynécologue, on y trouve un intérêt qui est aujourd'hui un peu plus modeste, parce que beaucoup d'entre nous savons faire de la célioscopie avancée et sommes un peu rebutés par le coût actuel du robot. Néanmoins, je pense, et on l'a vu, il y a aujourd'hui une évolution vers la robotisation partielle, avec la possibilité de réaliser des gestes spécifiques avec des robots partiels plutôt que des modèles intégraux. Et ça a bien sûr également l'avantage, avec les doubles consoles, d'accompagner les plus jeunes dans la formation chirurgicale. Il y a également l'émergence des nouvelles énergies. On les a intégrées dans nos blocs, bien évidemment, après avoir formé l'ensemble des personnels. Pour un certain nombre d'entre elles, ces nouvelles énergies méritent encore d'être évaluées. Mais je pense que demain, et en particulier pour le plasma jet, il y a un véritable avenir pour ces nouvelles énergies qui sont probablement plus performantes pour moins de morbidité. En ce qui concerne la radiologie interventionnelle, je l'ai déjà dit, elle est utilisée chez nous essentiellement pour emboliser les artères utérines dans le cadre d'hémorragie sévère de la délivrance, mais également pour traiter les fibromes utérins ou les malformations vasculaires. Il y a aujourd'hui un champ grandissant d'indications dans la chirurgie fœtale. La fœtoscopie est aujourd'hui très utilisée pour traiter les syndromes transfuseurs-transfusés. Il y a un nombre limité de malformations, mais il est fort à parier qu'avec la miniaturisation des photoscopes, des instruments, demain, il y ait des pathologies malformatives qui soient accessibles à un traitement photoscopique. Enfin, je terminerai par la chirurgie ambulatoire, et on est une spécialité, je le disais tout à l'heure, particulièrement concernée par cette activité-là. Il y a un fort potentiel dans notre spécialité. Bien évidemment, l'évolution, elle vient du côté des processus organisationnels et pas du côté de la technologie. La technologie, on la possède déjà. Et on pense que sous couvert d'un certain nombre d'améliorations et du côté des processus organisationnels, on va pouvoir atteindre les objectifs fixés par nos tutelles, en sachant qu'il y a malgré tout probablement besoin aussi de passer par une réévaluation ou une revalorisation financière. Voilà, donc je dirais pour conclure que notre spécialité a toujours été innovante, a toujours été force de proposition, mais qu'on accompagne aujourd'hui les évolutions, qu'elles soient techniques et sociétales. Et pour nous, le challenge en 2025, c'est la formation toujours meilleure des juniors, probablement en intégrant de façon plus importante tous les outils que nous apporte la simulation. Probablement un des autres challenges, c'est celui de réussir la mutation dans les processus organisationnels pour plus de chirurgie ambulatoire, et pas seulement dans l'optique de faire des économies de santé, mais c'est aussi dans le but d'augmenter la qualité de la prise en charge de nos patientes.
et toujours conserver à l'idée que nos pratiques méritent d'être évaluées. Et ça aussi, ça fait partie des challenges, savoir quel va être demain le meilleur outil d'évaluation de nos pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Gresselin. Avez-vous des questions à poser sur les perspectives en chirurgie, gynécologie et obstétrique? Je pense que vous avez parlé un peu des problèmes de simulation et d'apprentissage. Je pense que c'est un sujet très important. Sous l'influence de Jacques Beaulieu, l'Académie nationale de chirurgie a fait plusieurs séances centrées sur ce sujet-là. Et je crois que c'est quelque chose pour lequel on doit tous se battre pour qu'on puisse... en plus du compagnonnage, ça ne doit pas remplacer le compagnonnage, mais en plus du compagnonnage, permettre d'apprendre aux internes toute la gestuelle chirurgicale, et d'autant plus que la technologie devenant de plus en plus compliquée, il faut apprendre ces gestes. Et ça, je crois que c'est très important. Bernard Hédon. Oui, merci Olivier. Je voudrais surtout faire un commentaire à propos de la féminisation. Parce que si c'est un phénomène général dans l'ensemble de la médecine et en chirurgie, c'est particulièrement vrai pour notre discipline. On a été penché à plusieurs reprises, amené à plusieurs reprises à se pencher sur la question. Où bien sûr, comme Olivier l'a dit, il ne s'agit pas du tout d'un problème de compétence, de remise en cause, mais il est indéniable que cette féminisation change la manière dont la discipline est envisagée et est organisée. Et ça, je crois que l'on se doit d'avoir une réflexion. Ce n'est pas seulement une question de nombre, ce n'est pas seulement une question de technicité, mais c'est une question d'état d'esprit vis-à-vis de la chose. Je ne dis pas que c'est moins bien, je ne dis pas que c'est mieux, simplement ça va être différent. Et je crois qu'il faut qu'on en réfléchisse. Je ne sais pas si l'Académie s'est déjà penchée sur la question dans cet esprit-là, en disant en quoi la modification du genre, il n'y a qu'à voir cette assemblée, c'est un genre masculin qui est majoritairement représenté uniquement parce que c'est une question de génération. Et dans quelques années, eh bien, l'Académie, elle sera extrêmement féminine. En quoi ça va changer réellement nos pratiques? Et je crois que c'est tout aussi important que l'évolution technologique. Merci beaucoup.